Depuis plusieurs années, les taux de participation électorale inquiètent. Bon nombre d'observateurs soulignent l'augmentation du cynisme auprès des hommes et des femmes politiques. Face à cette situation, les jeunes sont particulièrement pointés du doigt. Certains parlent de désintérêt, voire même d'apathie de la jeunesse envers la vie politique en général. Enseignante au département de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Eugénie Dostie-Goulet est notamment spécialiste des questions entourant les jeunes et la politique. Et s'il s'agissait simplement pour les jeunes de faire de la politique autrement? Début de réponse avec Eugénie Dostie-Goulet. Eugénie Dostie-Goulet, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. La politique en général, et je dirais même la politique active en particulier, a très mauvaise presse par les temps qui courent. Plusieurs estiment même qu'on atteint des niveaux de cynisme presque inégalés. On dit souvent que la population est de plus en plus indifférente, désintéressée de la chose politique. Et on pointe du doigt les jeunes. Certains pointent du doigt les jeunes en disant que les jeunes sont en partie responsables de ce désintérêt-là parce qu'ils sont trop individualistes, diront certains, parce qu'ils ont trop centré sur eux-mêmes, peu impliqués dans la vie politique. Est-ce que le tableau est aussi sombre que ça, que certains le laissent croire? Est-ce que les jeunes sont aussi désintéressés de la politique que certains semblent croire? Vous vous doutez bien que je vais vous répondre que non. Bien, je m'en doute bien. Oui. Mais c'est une question de perception. C'est une question de perception. C'est une question aussi, je dirais que ça remonte aussi aux premières études sur le comportement électoral, le comportement politique. Pendant longtemps, on a vu la politique sous l'angle très électoral. Okay. On s'intéressait, oui, certains s'intéressaient à d'autres manifestations politiques du type justement comportement, groupe de pression, manifestation, comportement de consommation responsable, éthique, tout ce qui touche à l'implication des jeunes dans la politique de façon générale, mais pas que les jeunes. L'implication de tous dans la politique autrement. D'accord. C'était plus rare qu'on s'intéressait à cette facette-là de la politique. Donc, il est vrai qu'au point de vue électoral, lorsqu'on regarde le comportement électoral, donc la participation électorale des électeurs donc depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, et qu'on regarde plus précisément les jeunes, le portrait qu'on observe, le tableau qu'on voit, c'est une diminution de la participation électorale des jeunes depuis les années 60 qui est assez incroyable. Donc, les jeunes, ceux qui votent pour la première fois, là, la tranche des 18-21 ans qui se présentent aux urnes pour la toute première fois, votent de moins en moins d'une élection à l'autre. Donc, les jeunes qui votaient pour la première fois en 1960, les jeunes qui votaient pour la première fois en 1980, les jeunes qui votent pour la première fois aujourd'hui, trois comportements complètement différents, on diminue de plus en plus. Donc ça, c'est vrai si on regarde ça. Cependant, la politique, vous le savez, c'est beaucoup plus que ça. S'intéresser à la politique, ce n'est pas que s'intéresser à la politique sur le plan électoral. Il y a beaucoup plus que ça. Et lorsqu'on commence à regarder à quoi s'intéressent les jeunes, et là, quand on parle de jeunes, disons les moins de 30 ans, moins de 35 ans, chiffrons-là autour de ça. Oui, voilà. Situons les jeunes, Situons moins les de 35 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde le comportement de ces jeunes-là, on se rend compte que, et leurs intérêts, ils seront variés, tout comme c'est le cas pour le reste de la population. Si vous demandez aux gens, est-ce que vous vous intéressez à la politique? Et vous demandez ça aux jeunes, vous dites, vous intéressez-vous à la politique? Oui, voilà. Bon, certains diront oui, certains non. La moyenne sera, somme toute, plutôt faible. Il n'y a pas un grand intérêt pour la politique chez les jeunes. Mais lorsqu'on commence à décortiquer la politique internationale, la politique nationale, la politique québécoise, les questions environnementales, les questions, la souveraineté, lorsqu'on commence à regarder des questions plus précises, on réalise que sur certains enjeux, il est faux de dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Vous disiez tout à l'heure que oui, on peut quand même considérer que de façon générale, la politique en général, les jeunes sont peut-être moins intéressés qu'ils ne l'étaient dans les années 60, par exemple. Qu'est-ce qui a changé?
Les jeunes sont plus les mêmes jeunes? On n'est pas jeunes comme on était jeunes dans les années 60. Il y a en partie ça, j'imagine. Et la politique, c'est aussi complexifié. Il y a de plus en plus d'enjeux qui sont abordés sur tous les plans. Il y a de plus en plus de façons de parler de ces enjeux-là. Oui. Il y a plusieurs avenues que les jeunes peuvent emprunter pour parler d'un même enjeu. Il ne s'agit plus seulement de décortiquer la politique en disant, bon, ben il y a les rouges et les bleus. Oui. C'est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus complexe. Il y a aussi le fait que ce n'est plus qu'au point de vue électoral. Il y a tellement d'autres avenues, d'autres façons de parler de politique que aujourd'hui, dire qu'on s'intéresse à la politique, eh bien, ça peut être qu'on s'intéresse à, par exemple, à tout ce qui touche au mouvement étudiant. Ça peut être ça, s'intéresser à la politique, s'intéresser à cet enjeu-là. Ça ne veut pas dire qu'on va s'intéresser à toute la politique, mais je pense que de plus en plus, les chercheurs font l'effort de justement distinguer toutes ces possibilités, ces différentes avenues, ces différents lieux où on peut faire de la politique. D'accord. De plus en plus, c'est fait dans la recherche, c'est fait à l'extérieur de la recherche aussi. Donc, je pense que c'est ça qui complexifie. Alors que dans les faits, ce n'est pas nécessairement plus complexe qu'auparavant, mais on a complexifié la chose dans le sens qu'on l'a rendu plus détaillé, on la précise plus. On a identifié certains secteurs qui avant n'étaient pas identifiés, ou du moins qui étaient agglomérés à un champ plus large, plus vaste. Et qu'on creusait moins ces champs-là. Et là, de plus en plus, on s'y intéresse, on s'y attarde, on essaie de comprendre. On essaie aussi beaucoup de comprendre comment va se développer l'intérêt politique, quels sont les facteurs qui vont faire en sorte que quelqu'un va s'intéresser ou non. Un portrait global de la population, ça sera quoi? On s'intéresse beaucoup à ces aspects-là. Un aspect que vous avez abordé un peu, sur lequel j'aimerais revenir, c'est justement sur un aspect qui fait vraiment problème, c'est le taux de participation électorale. Oui. Les jeunes qui vont voter. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est en plein ce que précise une étude de l'Institut du Nouveau Monde en 2012, qui révélait qu'au Québec, le taux de participation des 18-34 ans, donc ce qu'on considère les jeunes à ce moment-là, est passé de 70% dans les années 60 à 30% au début des années 2000. Ça, c'est 40% de moins de jeunes qui vont voter entre 18 et 34 ans. Pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas? Pourquoi est-ce qu'ils vont? Ils n'y croient plus? C'est une question qui n'a pas été encore totalement résolue. Il y a énormément d'hypothèses qui sont mises de l'avant. Certains vont parler, par exemple, du sens du devoir, qui serait moins présent chez les jeunes aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, on a moins l'impression que voter, c'est un devoir qu'on doit absolument faire. Bon, est-ce que c'est lié à la baisse de la religion? Il y a plusieurs facteurs. Un aspect moral, une petite conscience morale, qui était peut-être plus présente à l'époque. Ça pourrait être une hypothèse. Donc ça, c'est une hypothèse qui est amenée. L'hypothèse de la diminution de la baisse de l'identification partisane est présente aussi. Donc, est-ce que le fait qu'on s'identifie moins fortement à des partis politiques aujourd'hui, est-ce que ça peut faire en sorte que les gens vont être moins appelés à aller voter? Parce que, vous savez, l'identification partisane, ça reste le déterminant du vote parmi les plus importants. Oui. Lorsqu'on aime un parti, on va encourager notre parti. On va aller voter. Et j'abordais la question du réseau social. Oui. Le réseau social joue énormément. Lorsque notre entourage va voter, lorsque nos parents nous parlent de politique à la maison, lorsqu'on est jeune, on développe de l'intérêt pour la politique. Voilà. On a plus tendance, donc, éventuellement, à aller voter. Donc, tout ce qui touche au réseau social peut venir jouer aussi. Donc, il y a plusieurs de ces éléments-là et je pense que tous jouent, mais dans certaines proportions qui varient. Voilà. Dans un article paru en 2011 dans la revue Éthique publique, au sujet justement des conséquences de l'absence des jeunes dans les bureaux de scrutin, vous précisiez que, en ne votant pas, les jeunes n'expriment pas leurs préférences politiques. Ils laissent ainsi le champ libre aux autres groupes de la population qui peuvent élire plus facilement des gouvernements qui leur ressemblent dans les valeurs et les priorités, dont les valeurs, et les priorités s'accordent mieux avec les leurs. Les politiques mises en avant auront naturellement tendance, la plupart du temps, à aller dans le sens de ceux qui ont voté, les sensibilités étant similaires. Cela pose problème, ajoutez-vous, si un groupe de la population, en l'occurrence les jeunes, ne se reconnaît plus dans la société qui en découle.
Ce que vous dites là, moi, je trouve ça un peu inquiétant, d'une certaine façon, parce que ça signifierait, à la rigueur, je ne sais pas si c'est trop exagéré d'interpréter votre propos ainsi, mais que les décideurs politiques vont délibérément mettre de côté une partie de la population parce qu'ils ne sont pas allés suffisamment voter. Je ne pense pas que les décideurs fassent ça. Non? Je ne pense pas que les décideurs fassent ça, du moins pas de façon consciente. Il n'y a pas de décideurs qui vont dire « Ah, on ne fera rien pour les jeunes puisqu'ils ne vont pas voter ». Ça serait simplifier, faire même preuve d'un peu de démagogie. Là. Oui, et on ne fera pas ça. Okay. Donc, l'idée, c'est vraiment de penser que lorsque les politiques publiques sont mises de l'avant, il y a des groupes, notamment, qui vont faire pression. Il y aura certains intérêts qui vont peser plus fort que d'autres dans la balance. Et heureusement, les jeunes, oui, votent beaucoup moins, mais il y a quand même des groupes qui les représentent. Ils sont quand même aussi actifs en termes de... Donc, on les a entendus au printemps 2012, par exemple. Donc, on sait qu'ils ont d'autres façons de s'exprimer. Donc, heureusement, il y a cet aspect-là qui entre aussi en ligne de compte. Donc, ce n'est pas que ce qui se passe au moment du scrutin qui compte. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Cependant, là où on peut, disons, s'inquiéter, c'est du fait que certaines études ont montré qu'effectivement, dans certains pays, on a remarqué que les politiques publiques avaient parfois une tendance à aller plus vers un certain type d'électeurs. D'accord. Donc, c'est un peu ça le danger par rapport aux jeunes. On ne veut pas que les jeunes se retrouvent dans cette situation-là, dans une situation où ils délaisseraient tellement la reine politique qu'il n'y aurait plus de raison qu'on s'intéresse. D'accord. Ce que ça voudrait dire, c'est que, par exemple, en n'allant pas voter, ou en étant peu présents dans la vie politique en général, les jeunes se privent d'une façon d'exprimer leurs intérêts. Et que les décideurs politiques n'entendent pas leurs doléances, leurs considérations. Donc, autrement dit, n'entendent que ceux qui s'expriment et ont tendance, bien sûr, à répondre à ceux qui ont des demandes claires. Exactement. Ou du moins qu'on entend. C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Ça prend une voix, et heureusement, il y a certaines voix tout de même qui se font entendre de par les jeunes. Mais imaginez si ces voix-là étaient multipliées, si les jeunes allaient plus grandement voter, si les jeunes étaient encore plus présents en politique. Imaginez combien on pourrait entendre encore mieux les revendications, les demandes des jeunes. C'est un peu ça l'idée. La moyenne d'âge au Québec, en 2011, était de près de 40 ans. Donc, en 2013, là, au moment où on tourne cette émission, on doit y être, là. C'est une population vieillissante, on le dit beaucoup, et dans les années 60, on chantait « c'est le début d'un temps nouveau, la moitié du monde n'a pas 30 ans ». Aujourd'hui, donc, il y a un problème avec le poids du nombre. Quel avenir pour les jeunes dans cette perspective-là? Comment ils vont réussir à se faire entendre? C'est tout un défi. Premièrement, ils utilisent toutes sortes de moyens de communication. Ils sont de plus en plus... je dirais qu'ils utilisent des moyens de communication qui portent beaucoup, de plus en plus, qui intéressent des gens. Par exemple, ils utilisent beaucoup la pétition. Il y a de plus en plus de pétitions qui existent, qui sont créées. Le site de l'Assemblée nationale, on peut partir des pétitions, participer à ces pétitions-là. Bon, ça, c'est une façon de se faire entendre à laquelle ils participent beaucoup. Ah, OK, d'accord. Les jeunes manifestent, sont présents. Ils se servent de ce canal-là pour faire entendre leurs doléances, mais aussi pour proposer des idées, pour accéder au pouvoir public d'une autre façon. Les forums jeunesse sont de plus en plus actifs, sont de plus présents, sont de plus en plus connus. Alors, ça nous aide aussi de ce côté-là. En fait, ça aide les jeunes de ce côté-là. Ensuite, la participation électorale, oui, elle a diminué de façon constante depuis les années 60. Depuis, là, on est un peu à un moment charnière. D'accord. On est à un moment où soit elle sera en plateau, ou soit elle remontera un peu. OK, d'accord. Parce qu'avec toutes les campagnes qui ont été faites, toute la mobilisation qui a été faite, ça ne peut pas porter fruit immédiatement. On ne peut pas dire on fait une campagne où voilà, tout le monde va aller voter et à partir de là, c'est parti. Selon moi, c'est quelque chose, c'est un processus qui prend un certain temps. Et là, j'ai l'impression qu'on est à ce moment-là à peu près, là, dans ces années-ci, où on peut stabiliser, voire repartir par la hausse. Donc, qu'il se passe quelque chose. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste parce que
peut-être que j'en vois trop des jeunes autour de moi qui sont impliqués, qui s'intéressent, qui ont le goût. Je comprends. Et c'est peut-être pour ça que ça m'encourage toujours. Et tant mieux, parce qu'on veut être encouragé, on veut pas être pessimiste par rapport à cette situation. Bien sûr. Mais moi, ce que je vois autour de moi, c'est aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent et qui s'impliquent et qui ont le goût d'intéresser les autres. Voilà. Donc, qui en parlent, qui en parlent aux autres, qui forment le réseau. Donc, là où c'est plus difficile, comme on le disait tantôt, c'est par rapport aux jeunes qui sont déconnectés, mais c'est maintenant, eux sont un public cible. Oui. Ils sont vraiment... On cherche à aller rejoindre ces jeunes-là. Et pendant plusieurs années, c'était moins eux, on s'arrêtait moins à ces jeunes-là. On parlait des jeunes dans l'ensemble. Oui. Là, on regarde les jeunes qui ont décroché, qui sont pas à l'école, qui sont déjà sur le marché du travail, les jeunes qui sont, par exemple, les jeunes autochtones, les jeunes des milieux ruraux, des jeunes qui votent beaucoup moins même que les autres jeunes. Donc, on commence de plus en plus à s'intéresser à ces jeunes-là. Donc, plus on va s'intéresser, plus on va trouver des stratégies, plus on va être capable de rembarquer les jeunes. Il y a lieu d'être optimiste. Mais moi, je suis naturellement optimiste, donc vous allez avoir de la misère à me décourager. Mais... Loin de là mon intention, parmi les façons dont on peut intéresser non seulement les jeunes, mais tout le monde, la population générale, à s'intéresser à la politique, les nouveaux médias, et en particulier les médias sociaux, Facebook, Twitter et compagnie, est un moyen de plus en plus mis de l'avant pour, je dirais, mettre les questions politiques justement au premier plan. Par exemple, la campagne présidentielle aux États-Unis en 2008 et la victoire de Barack Obama a témoigné, on en a beaucoup parlé d'ailleurs, de la pertinence des médias sociaux dans le cadre des campagnes électorales. Selon vous, est-ce que, et là je sais, on est quand même assez tôt parce que c'est une technologie très récente. Je sais que vous vous intéressez un peu aussi et beaucoup à ces questions-là. Est-ce que les médias sociaux, un jeune média justement, vient bouleverser la façon qu'on a de faire de la politique, ou du moins les méthodes, vient bouleverser la façon qu'on avait de faire de la politique? C'est un nouvel outil et je pense que plusieurs le voient effectivement dans le monde de la recherche. Les chercheurs le conçoivent comme un outil justement parce que ça ne vient pas nécessairement tout bouleverser à tous les plans. Par exemple, si on pense à une campagne municipale, même si ça existe, il faut quand même faire du porte-à-porte. Il faut quand même avoir un système où on rentre en contact avec les gens face à face. Donc, ça ne va pas tout bouleverser à ce point de vue-là. Cependant, ça a bouleversé justement cette possibilité de contact à un plus haut niveau entre le candidat et les citoyens directement. Donc, tout de suite, le candidat peut donner son opinion sur quelque chose directement. Et là, on n'est plus que dans les jeunes, on est dans les gens en général. Bien sûr, se sentent concernés, se sentent appelés, se sentent... même interpellés directement et personnellement, on va le dire. Hein? Cependant, c'est la frange de la population qui utilise notamment, par exemple, Twitter. C'est une petite frange de la population. Oui, tout à fait. Donc, de dire que ça a tout bouleversé, que tout est différent, on peut difficilement dire ça parce que la quantité de gens qui vraiment utilisent Twitter, elle est tout petite. C'est une petite proportion de la population. Mais les débats aussi. Est-ce que les débats, je pense à Facebook par exemple, et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, ou lisent les commentaires en bas des nouvelles sur un site web d'une chaîne télévisée ou je ne sais trop, un journal, on les voit les débats. Est-ce que ces débats-là, est-ce que vous considérez que ça vient ajouter ou ça vient, je dirais, est-ce que les décideurs politiques vont tenir compte de ces commentaires-là davantage, vous considérez? Bien, Facebook, le problème, c'est que ça demeure justement un réseau social assez fermé. Les gens qui sont nos amis sont beaucoup des gens qui aussi nous ressemblent. Et ceux avec qui on va interagir grandement sur Facebook sont ceux avec qui on interagit grandement dans la réalité aussi. Donc, il y a ça qui... C'est une nouvelle plateforme pour débattre, mais l'extérieur a peu de contact avec ça parce que c'est fermé et les gens ne voient pas vraiment ce qui s'est dit. Mais en même temps, on a tous aussi dans notre réseau Facebook quelques personnes qui sont peut-être moins directement en contact, qui n'ont pas nécessairement, c'est pas leur réseau principal. Et c'est peut-être que ces personnes-là,
c'est peut-être une des rares fois qu'ils vont voir un débat politique qui s'est produit, qui vont entrer en contact avec une publicité électorale ou pas nécessairement une publicité, mais parce qu'ils peuvent les voir ailleurs, mais comme une information sur la politique. Donc, si ces gens-là qui ne sont pas nécessairement normalement dans un réseau social très politisé, si le fait qu'il soit mis avec quelqu'un qui l'est plus, donc pas un ami fort dans la réalité, je comprends. Facebook comme ça, ils voient quand même passer sur leur site. Donc, est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut changer les choses? C'est terriblement difficile de le dire. Donc, les médias sociaux, de façon plus large, est-ce que vous croyez que les médias sociaux constituent une piste de solution pour les jeunes? Je pense que c'est... Tantôt, on a utilisé le terme d'outil. On dit que c'est un outil intéressant. Je pense que c'est un outil à ne pas négliger. Je pense que c'est un outil qui les interpelle, qui, justement, peut stimuler leur intérêt pour la politique d'une nouvelle façon, d'une avenue différente de parler de politique, quelque chose de parfois plus ludique. Et ce n'est pas de dire que tout doit être toujours rigolo dans la politique pour que ça interpelle les jeunes. Mais c'est juste une façon différente de présenter la politique qui, pour certains, peut être plus accrocheuse, qui peut aller les chercher, qui peut faire en sorte que s'ils voient des commentaires qui sont faits par des candidats puis qui les accrochent un peu plus, ça peut peut-être avoir ça de plus. Et pour ça, il faut que ces jeunes-là décident de suivre des candidats sur Twitter, qu'ils soient amis avec des candidats sur Facebook. Donc là, on est loin de là. On est ceux qui vont faire ça, c'est déjà des jeunes politisés. C'est déjà des jeunes qui s'intéressent à la politique. On prêche à des convertis. On prêche des convertis. Donc, est-ce que Twitter, Facebook peuvent aider à, justement, les médias sociaux de façon générale, peuvent aider à intéresser les jeunes à la politique? Peut-être, certains, mais il faut vraiment voir à qui on s'adresse lorsqu'on... et on parle de quel type d'interaction exactement. Mais vous comprenez que, et pour les gens qui nous écoutent, ce que vous êtes en train de dire là est presque contraire à ce qu'on entend en général. La plupart des gens pensent, et là, dans ce cas-là, vous nous dites que c'est exagéré, que du moins, il n'y a rien qui nous laisse croire que les médias sociaux vont véritablement révolutionner et feraient en sorte, exemple, d'amener les jeunes à s'intéresser à la politique de façon plus large. Donc, vous allez dans une direction un peu contraire que la croyance populaire, j'ai l'impression. Mais je pense que la croyance populaire voit là une porte de sortie extraordinaire, une avenue nouvelle à emprunter. Moi, je le vois comme un outil superbe à ne pas négliger, mais je ne pense pas qu'on peut uniquement miser sur cet outil-là. Non, je comprends. Mais je pense pas que je vais dans le sens contraire, dans le sens que je dis pas que ça va nuire ou que ça ne changera rien, mais je pense... Vous mettez les choses en perspective, somme toute. Je dirais que ça peut changer les choses pour certains, que c'est un bel outil, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, ceux pour qui ça fait une différence, c'est des jeunes qui, déjà, au départ, s'intéressaient, étaient connectés, suivaient. Donc, c'est ça, c'est là un petit peu que je mets le bémol. Jusqu'à quel point on va rejoindre les jeunes, ces jeunes dont on parle depuis tantôt et qui ne sont pas là et qu'on essaie d'aller chercher. Donc, c'est ceux-là que... Et c'est là tout le défi, on ne le dira jamais assez, et tout le monde est conscient de ça dans le milieu de la jeunesse. Tout le monde est conscient de ce défi-là, d'aller rejoindre ces jeunes-là. Et on cherche toujours la façon. La meilleure façon, la solution. En terminant, et vous l'avez évoqué en tout début d'entrevue, vous disiez, est-ce que les jeunes s'intéressent moins à la politique ou est-ce qu'ils ne font pas plutôt de la politique autrement? C'est ça, dans le fond, il y a une partie de ça qu'on ne sait pas aussi. Puis est-ce que, dans le fond, est-ce que parfois, les plus vieux ont un peu de la misère à suivre là-dedans, à les suivre, à comprendre ou même à voir que c'est une façon différente de faire la politique? Il y a plusieurs façons de le voir. Il y a une façon de dire, par exemple, certains vont dire que les jeunes, effectivement, ne sont plus vraiment, ou ceux qui sont plus ou moins actifs dans l'arène électorale vont plutôt être dans l'arène, justement, protestataire ou dans l'arène de la contestation. D'autres vont dire que les jeunes, au contraire, ceux qui s'intéressent vont faire un peu de tout ça. Ceux qui votent sont aussi ceux qui manifestent, qui s'impliquent, qui boycottent, qui font un comportement plutôt responsable en termes d'une consommation. Il y a plusieurs façons de le voir. Faire la politique autrement,
c'est un peu ce qu'on disait tantôt, hein, on a développé plusieurs façons. Oui. Et si on regarde seulement en termes de mouvements sociaux, les nouveaux mouvements sociaux, ce qu'on voit, c'est toutes sortes de nouvelles façons de communiquer avec les politiques pour leur dire, avec les politiciens, avec le gouvernement, avec les gens en place, en prévision des politiques publiques qui vont être mises de l'avant. On voit une panoplie de nouveaux comportements, de nouvelles façons d'aller les rejoindre, des méthodes, des actions qui vont être assez innovatrices. Donc, on voit toutes sortes de nouvelles façons. Donc, c'est cette façon-là de faire la politique autrement. Oui, les jeunes, depuis longtemps, sont ceux qui innovent en termes de politique, qui vont trouver des nouvelles façons. Oui. Et là, ils continuent. Ils essaient encore de renouveler, de trouver d'autres façons de faire. Et je pense qu'il y a 40 ans, 50 ans, les générations plus âgées réagissaient aussi un peu de la même façon. Oui, voilà. Ces jeunes qui... Bien sûr, bien sûr. La différence, je pense que c'est que ces jeunes-là étaient aussi des électeurs. Aujourd'hui, ils le sont un peu moins. Mais ils continuent d'innover, tout comme les jeunes, depuis extrêmement longtemps, ont été souvent les premiers porteurs d'une idée, d'une innovation, d'une nouvelle façon de faire les choses. Oui. D'une certaine façon, la jeunesse se renouvelle et est toujours dans le sillon de la jeunesse d'une certaine façon. Et comme le disait si bien auteur-compositeur Jérôme Minière, la jeunesse est éternelle comme le monde. Voilà. Que c'est beau. Madame Dasty-Goulet, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci. Thank you.